Tous. Merci d'être là ce matin. Vous pouvez, si vous voulez, vous rapprocher, d'ailleurs parce qu'on se sent un peu seul ici avec toutes les personnes qui sont très loin de nous. Donc n'hésitez pas à venir dans la première partie de la salle si vous le souhaitez. Donc on va vous présenter ce matin une démarche. Donc on est 4 à le faire. Cette démarche, c'est celle d'une tentative de réflexion sur l'actualité et l'avenir du monde associatif. Et la particularité, c'est qu'il y a une trentaine d'auteurs qui ont contribué à ce livre, et ce sont pour moitié des chercheurs et pour moitié des acteurs associatifs. Donc l'idée, ce n'est pas de réfléchir sur le monde associatif, mais c'est de réfléchir avec les associations sur leur devenir. Pour introduire le propos, je voudrais commencer par évoquer ce que l'on peut appeler le scandale associatif. C'est-à-dire que la période de la pandémie nous a montré qu'il y avait une réactivité de la part des associations qui était très importante. Et ceci, il y a un chapitre de l'ouvrage qui a été rédigé par un chercheur, Geoffrey Players, qui montre que cette réactivité de la part des associations n'est pas du tout une spécificité française. C'est-à-dire qu'un peu dans différentes régions du monde, on s'est rendu compte que les associations étaient en mesure de répondre à cet événement inattendu, alors même que les institutions qui sont censées être les plus responsables étaient un peu tétanisées par cet événement. Je me rappelle qu'au mois de mars 2020, alors que des institutions officielles continuaient à nous dire que les masques ne servaient à rien, il y avait déjà des associations sur le terrain qui essayaient de résoudre les problèmes d'alimentation pour des gens isolés, qui essayaient de faire des liens entre des personnes qui sinon auraient pu être en difficulté. Donc il y a une réactivité très forte du monde associatif. Cette réactivité très forte du monde associatif qui a été sensible dans le passé récent renvoie aussi à un phénomène plus important, c'est le développement sans précédent du monde associatif partout dans le monde. Ça fait quelques décennies qu'il y a une tendance à ce que les associations, alors avec les différentes formes juridiques dans les différents pays, ont un nombre de participants, de membres investis à titre soit bénévole, soit salarié, d'un niveau jamais atteint auparavant. Donc, alors que nous avons un certain nombre d'institutions représentatives qui sont en difficulté, dont l'appartenance s'effrite, il y a une propension à s'engager dans les associations, alors avec des difficultés, certaines associations qui évidemment ont du mal à renouveler leurs membres, mais ça ne doit pas faire oublier le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans la vie associative et cela, je pense, doit nous faire réfléchir. Si je parlais de scandale associatif, c'est que cette montée des associations, cette pertinence des associations dans les crises est conjuguée avec une absence de prise en compte de ces associations dès que l'on parle du plan de relance. Il est quand même symptomatique que le plan de relance qui a été envisagé dès 2020 et mis en œuvre ensuite n'ait pas fait de place aux associations. Et ça, je crois que ça nous amène à revenir, et ici c'est le lieu pour le faire, à revenir sur comment peut-il y avoir un tel décalage entre l'importance que prennent les associations dans la vie quotidienne de notre société et l'absence de reconnaissance dont elles sont encore l'objet. Et je crois que ceci nous renvoie finalement à l'histoire des associations. C'est-à-dire que ce que l'on constate, c'est que
l'histoire des associations a été complètement occultée. C'est une mémoire oubliée, hein, et c'est une mémoire qui, je pense, fait sens dans les défis que nous affrontons. Et c'est pour ça que je crois important de retrouver cette mémoire, de retrouver l'histoire oubliée des associations pour mieux se rendre compte de ce passé dont nous héritons et de tout un ensemble de conséquences négatives qu'il peut avoir sur la manière dont sont appréhendées encore aujourd'hui les associations par la plupart des décideurs. En effet, je crois qu'il faut resituer comment est né le phénomène associatif. Alors, pour cette histoire rapide, je vais uniquement citer le cas français, hein, mais ce cas français n'est pas non plus du tout isolable d'autres cas nationaux dont on pourrait parler en complément. Il faut se rendre compte que la première vague d'associations que nous avons connue de manière importante en France, c'est dans la période entre 1830 et 1848. Beaucoup plus qu'après 1901. C'est-à-dire que la première vague d'associations correspond à un moment dans lequel il n'y avait pas de statut associatif. Mais, malgré tout, il y a eu une flambée du nombre d'associations. Et je crois que c'est important pour nous, pour le futur, de revenir à ce passé. Comment sont apparues les associations? Elles sont apparues dans la foulée de cet avènement démocratique qui avait été commencé dans le siècle précédent, avec l'idée que nous avions proclamé des principes de liberté, d'égalité et de fraternité, mais il ne suffisait pas de mettre ces termes sur le fronton de nos mairies pour que ceux-ci soient vraiment mis en pratique. Et ce qui est intéressant, c'est que le premier mouvement de création d'associations, il vient de ce que de multiples personnes se sont levées pour dire « nous voulons que les principes démocratiques soient mis en œuvre et nous allons nous structurer ensemble pour ceci ». Et ils se sont appuyés pour ce faire sur des apports de philosophes. Je pense en particulier à Pierre Leroux qui, en 1840, introduit en français philosophique moderne le terme de solidarité. Et comment Leroux définit la solidarité? Il la définit comme ce qui succède à la charité en démocratie, puisque pour lui, la charité n'est pas compatible avec la démocratie, étant donné que la charité supposait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et donc, ce que nous dit Leroux dès 1840, et qui va avoir un succès fou à l'époque, c'est nous devons substituer à la charité un autre rapport social, un rapport social qui est celui d'un nouveau lien, celui qui unit des citoyennes et des citoyens qui sont libres, égaux en droit. Et donc, l'association va être définie à ce moment-là comme le moyen de réaliser la solidarité démocratique qui vient d'émerger comme notion. La solidarité démocratique est différente de la solidarité traditionnelle, puisque la solidarité traditionnelle faisait du lien social, mais utilisait aussi des hiérarchies pour faire ce lien social, hiérarchie de genre, hiérarchie de génération. Ce que pose l'idée de solidarité démocratique, c'est qu'il peut y avoir une action collective volontaire qui est fondée sur la liberté d'adhésion et l'égalité entre les membres qui s'engagent ensemble au nom d'un bien commun. Et je crois que c'est très important de retrouver nos racines associatives pour penser ce qui peut advenir demain du monde associatif, parce que nous avons là un véritable mouvement de société qui s'est fait. Si vous voulez avoir un témoignage de ce mouvement de société, il y a un très beau petit livre qui a été publié par Faure et Rancière qui s'appelle « La parole ouvrière », qui est uniquement des textes ouvriers collectés et qui ont été réalisés entre 1830 et 1848. Et vous verrez que dans tous ces textes, il y a deux drapeaux qui flottent, le drapeau de la solidarité
au sens démocratique que je viens d'évoquer, et le drapeau de l'association. Et les deux sont censés faire advenir une démocratie réelle qui va être le fruit de l'auto-organisation des gens qui n'ont pas pu encore accéder à la légitimité de leur action et de leurs paroles. Donc je crois que c'est vraiment important. Et il y avait aussi, des historiens nous le rappellent, je pense à George Sewell, l'historien américain qui a travaillé sur cette période à Paris, il nous raconte également que les ouvriers parisiens, pour aller au Palais du Luxembourg, demander des changements dans la loi du travail, avaient aussi deux drapeaux, le drapeau de leur métier et le drapeau de la République. Ce qui veut dire que l'association, c'est aussi une tentative de changer, de démocratiser la société par le biais d'un arrimage sur les appartenances antérieures. Donc il ne s'agit pas de faire une rupture soudaine qui permettrait de faire advenir un homme nouveau, mais il s'agit au contraire de partir des lieux dans lesquels les gens se sentent déjà en appartenance, par exemple les métiers à l'époque, et pour ensuite élargir progressivement. Et ça sera par exemple le texte de Jeanne de Rouen en 1848, pour lequel elle sera emprisonnée par la répression ultérieure, sur la nécessité de faire une association des associations, partir des métiers, mais démocratiser le fonctionnement des organisations de métiers et ensuite élargir pour qu'il n'y ait pas des corporatismes de métiers qui se reproduisent, mais pour qu'il y ait une république qui se constitue par l'association des associations. Donc vous voyez que c'est véritablement ce fondement démocratique des associations que nous avons oublié. Et je crois que s'il y a aujourd'hui un renouveau associatif qui à la fois est réel, et nous allons y revenir, qui est aussi entravé, je pense que ça renvoie aussi à ce passé qui non seulement n'est pas dépassé, mais qui, je crois, résonne particulièrement par rapport à la situation que nous vivons. Parce que dans tout le XXe siècle, on a eu des débats économiques et politiques qui ont été structurés autour du dilemme marché-État. On a passé le XXe siècle à débattre, est-ce qu'il faut plus de marché ou est-ce qu'il faut plus d'État? Et ce qu'on a oublié, c'est qu'il y a une capacité d'initiative de la société elle-même. Et je crois que si nous voulons résoudre, on pourra en reparler tout à l'heure, les défis sociaux et écologiques qui sont les nôtres, nous devons réintégrer ce troisième pôle dans la réflexion comme dans l'action, et ne pas penser que nous pouvons y arriver par le marché et par l'État, par leur action conjuguée. Et c'est la place de ce troisième pôle, je crois, qui est posée dans le débat sur le monde associatif demain. Mais pour le repenser, je crois qu'il faut aussi se rendre compte qu'après cette période d'éclosion associative que je mentionnais, de naissance des associations solidaires, il y a eu une période de reflux. Et cette période de reflux, elle s'explique à la fois par l'idéologie libérale, qui très vite après 1848 a participé de la répression du mouvement des associations, mais aussi de leur invalidation symbolique. C'est-à-dire on peut prendre beaucoup de textes des libéraux à cette époque disant « oui, les associations, ce sont des petites choses pas importantes. Ce qu'il faut, c'est réaliser… » Je prends l'un d'entre eux, Corbon, en 1848, de réaliser la véritable association de notre temps, c'est-à-dire la société de capitaux. Donc vous voyez l'orientation. On va concéder que les associations étaient une agitation sympathique dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qui devient la priorité, c'est-à-dire le développement économique, la révolution industrielle, l'accumulation de fonds pour arriver à constituer des grands ensembles productifs. Et donc dans le second XIXe siècle, pour reprendre le terme de l'historien anglais Hobsbawm, l'ère des révolutions va céder la place à l'ère du capital et des empires, et donc on va rentrer dans cette ère productiviste dont nous sortons aujourd'hui dans un état dont nous pouvons discuter. Donc je pense que les associations ont été reléguées à partir de ce moment-là comme des institutions peu importantes dans notre société,
alors que l'important c'était le développement économique par le capitalisme marchand. Et donc après 1848, les tentatives d'organiser l'économie à partir de l'association vont céder la place au capitalisme marchand, même si évidemment il restera des possibilités importantes qui vont être attestées par les statuts de l'économie sociale qui vont être difficilement mais réellement reconnus dans cette seconde partie du XIXe siècle, associations, coopératives, mutuelles. Mais vous voyez que la distinction juridique va séparer ce que l'associationnisme du départ voulait réunir. C'est-à-dire que je crois que ces familles, associations, coopératives, mutuelles, se sont d'une part cloisonnées par rapport aux syndicats, alors que dans les associations, il y avait la préfiguration des syndicats également, et puis les associations, les coopératives et les mutuelles se sont spécialisées dans des domaines distincts et ont perdu en fait ce qui faisait leur identité commune. Et donc je pense que c'est aussi l'un des problèmes auxquels nous nous confrontons et c'est pour ça que quand nous parlons de monde associatif, ça inclut d'une certaine façon les mondes coopératifs et mutualistes. C'est dans une version non pas simplement juridique de l'association, mais dans une version qui renvoie plus généralement au principe d'association qui inclut la coopération et le mutualisme, bien évidemment. Et puis, ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que de l'autre côté du libéralisme, dans la Vulgate marxiste, alors que Marx, dans la Première Internationale, rendait hommage aux coopératives comme l'une des grandes conquêtes du mouvement ouvrier, quelques décennies plus tard, les mêmes coopératives, les mêmes associations vont être condamnées par la Deuxième Internationale comme détournant de l'objet principal qui est la prise du pouvoir d'État. Et donc on va aussi considérer du point de vue de la partie dominante du marxisme dans le mouvement ouvrier à partir de la Deuxième Internationale que toutes ces préoccupations autour des associations sont des préoccupations qui détournent des enjeux véritablement importants. Et ce mouvement de dénégation de l'importance des associations, on le trouve dès l'ouvrage fondateur de Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, qui va renvoyer les associations à un utopisme naïf, un peu angélique, mais qui n'est pas en mesure de véritablement peser sur les choix de demain. Et on va rentrer dans le second XIXe siècle dans un mouvement de plus en plus dirigiste, centralisateur, voire militaire du mouvement ouvrier, qui va aller à l'encontre du mouvement des associations. Parce que ce que je voudrais rappeler pour terminer, c'est que le mouvement initial des associations, il avait une préoccupation, c'est de faire advenir le changement social sans verser dans la violence. C'est très intéressant de voir comment les textes entre 1830 et 1848 sont obsédés par la crainte de revenir à ce qui s'est passé en 1792, c'est-à-dire la terreur. Et donc, ce que recherche l'association, c'est aussi une manière de transformer le monde sans passer par la violence. Alors que le mouvement ouvrier, dans la seconde partie du XIXe siècle, va opter pour la nécessité de la violence si elle est nécessaire pour réaliser les fins communes. Donc, je pense que nous avons à revenir sur notre propre histoire, sur l'histoire du monde associatif, parce qu'avec cette histoire, nous pouvons avoir une autre représentation, une autre image de ce qui est fait aujourd'hui. Une image qui va à l'encontre de tous ces clichés qui ont réduit les associations à des organisations secondaires, supplétives, une sorte de sous-service public pour certains, une sorte d'entreprise marquée par l'amateurisme pour d'autres. Je crois que tout ce travail d'histoire des associations, il débouche en fait sur repenser les associations dans l'actualité, dans le monde d'aujourd'hui et aussi dans les futurs possibles. Et pour aller dans ce sens, je vais passer la parole à Marie-Catherine qui va présenter la manière dont est organisé le livre pour réfléchir sur le monde associatif demain. Merci Jean-Louis. Peut-être avant de rentrer vraiment dans le propos du livre, je voudrais revenir brièvement sur
deux originalités, ou tout du moins deux particularités du livre. C'est d'une part sa démarche, puisque comme le rappelait brièvement Jean-Louis, c'est le fruit d'une recherche participative entre des chercheurs et des acteurs associatifs. Donc les recherches participatives, c'est une façon de faire de la recherche qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau international. Et on a voulu aller à l'encontre de ces recherches qui présentent les associations, comme le rappelait Jean-Louis, comme des services publics au rabais, des sous-services publics, et des structures qui en fait précarisent le travail qui auparavant était effectué par des fonctionnaires. Donc on n'a pas voulu travailler sur les associations en partant du principe que les acteurs ne sont pas en mesure de comprendre un petit peu dans quoi ils sont pris, mais au contraire on a voulu travailler avec les associations en partant de la lucidité que les acteurs ont de la situation. Parce qu'on pense qu'il y a vraiment une complémentarité entre les grilles de lecture, hein, il y a un croisement des savoirs qu'il est important de mobiliser, et il n'y a pas non plus un monde de la recherche qui serait surplombant par rapport au monde des acteurs, une espèce de théorie qui aurait un statut supérieur à l'expérience. Donc ce livre, c'est vraiment une façon de réfléchir et puis de travailler ensemble. C'est un travail qu'on a commencé en 2020 dans le contexte que vous connaissez, hein, qui a aussi confirmé l'importance du monde associatif et puis la capacité d'auto-organisation des citoyens pour faire face à cette situation qui était assez atypique. Donc les associations, elles ont été sur le terrain, elles ont fait preuve d'agilité. Cependant, comme d'habitude, elles ont été relativement invisibilisées, ou plus exactement, elles ont été réduites aussi, comme d'habitude, à la gestion de l'urgence, en fait, hein, et ce qu'on pourrait appeler la partie immergée de l'iceberg associatif, c'est-à-dire sa capacité d'interpellation, sa capacité de plaidoyer, elle a été minorée. Et puis, seconde particularité du livre, c'est son organisation en deux scénarios. Donc on a un premier scénario qu'on a appelé le scénario de l'affaiblissement qui rend compte de toutes les difficultés, de tous les risques, de toutes les menaces auxquelles est confronté le monde associatif. Et puis un autre scénario qu'on a appelé le scénario du renforcement qui lui montre les potentialités, les dynamiques qui sont à mettre en œuvre ou qui existent déjà même à l'état émergent, et en fait qui permettent de dessiner un autre futur. Donc là aussi, on voit bien la différence avec les recherches sur les associations, hein, qui se limitent souvent au scénario qui pointe les failles, hein, au scénario négatif, alors que le fait de travailler avec des responsables associatifs permet d'aborder les capacités de résistance qui sont à l'œuvre déjà dans les associations. Donc, dans la première partie, ce scénario de l'affaiblissement, on a commencé par aborder la question des atteintes aux libertés associatives, à partir d'un travail qui a été réalisé par l'Observatoire des libertés associatives, qui lui aussi est issu d'une recherche participative entre acteurs et chercheurs. Donc le laboratoire a produit un premier rapport qui s'appelle « Une citoyenneté réprimée, un état des lieux des entraves aux actions des associations ». Et il documente, à partir de tout un travail d'enquête, de recherche dans les articles de presse, d'entretien, travail d'archives aussi, 100 cas d'associations qui font face à des atteintes à leur liberté. Donc tout ça, c'est documenté à partir de preuves qui peuvent être quelquefois des documents, un ensemble de documents qui attestent de l'entrave à la liberté associative. Ça peut aussi être des déclarations tout à fait claires de la part de l'institution qui déclare avoir voulu sanctionner une association parce que, par exemple, elle s'est montrée critique vis-à-vis de sa politique. Et le rapport a répertorié en fait 4 catégories d'entraves aux libertés associatives. Il y a d'abord les entraves matérielles, c'est ce que je viens d'évoquer, les tracasseries, les coupes de subventions suite à une position contre les politiques menées par les pouvoirs publics ou les institutions concernées. D'autre part, des entraves qui sont plus d'ordre symbolique, qui touchent à la disqualification. Par exemple, on s'attaque à la réputation des militants associatifs sur les réseaux sociaux. Des entraves qui sont d'ordre judiciaire et administratif, avec des refus d'accès à des agréments, par exemple. Et puis une 4e catégorie qui est plus dure et plus rare aussi, ce sont les entraves policières et juridiques.
Et le rapport constate qu'en fait, tout type d'association est concerné par ce type d'atteinte. Évidemment, les associations qui sont dans le plaidoyer, dans la défense des droits, mais même celles qui ne sont pas structurellement dans ces enjeux sont aussi concernées par ce genre d'atteinte. Donc on se trouve dans une situation où, plutôt que d'enrichir la délibération collective, on la neutralise. Et on sait bien combien l'activité critique est indispensable au fonctionnement de la démocratie. Donc ces attaques, en fait, elles nuisent au débat public, elles tendent à le dépolitiser. Donc ça, c'est un des premiers risques qui a été identifié dans ce premier scénario. Il y en a d'autres que vont vous exposer Marianne Langlais et Michel Jézéquel, donc la pénétration marchande, la marchandisation du monde associatif, et puis aussi le risque de la managérialisation, c'est toujours difficile à dire, du monde associatif. Donc je vais passer la parole à Marianne. Ah si, c'est bon, ça y est. C'est bon. Oui, alors moi, dans ce livre, déjà, je suis journaliste et rédactrice en chef du journal Lien Social, qui est un journal indépendant qui s'adresse plus particulièrement aux travailleurs sociaux. Et donc, je me suis intéressée à une tendance qui arrive dans le monde associatif depuis un bon moment, une tendance vers la marchandisation du monde associatif, mais plus particulièrement dans le champ de l'action sociale. Donc, il y a l'arrivée de la notion d'investissement à impact social qui arrive dans ce champ du médico-social et du social, qui pousse très loin cette tendance à la marchandisation, puisque, pour aller assez vite, elle vise à transformer un programme social en produit d'investissement financier avec retour sur investissement à la clé. Donc, cette notion d'investissement à impact social arrive en France au début des années 2010 et s'incarne notamment dans ce qu'on appelle les contrats à impact social. Elle surfe sur l'idée que le privé serait plus efficace, plus agile pour répondre aux besoins sociaux, quand le public ou l'associatif serait coûteux, inefficace, lourd, dépassé. Surtout, ce nouvel outil permet d'allier deux aspects qui semblaient jusqu'alors incompatibles, les politiques sociales et l'action associative et la recherche d'une rentabilité financière. Pour essayer de présenter schématiquement le principe, je vais tenter de vous expliquer le mécanisme d'un contrat à impact social. Il faut bien comprendre que ce contrat n'est qu'un des outils de cette tendance qui est très forte et qui vise justement la récupération du monde associatif pour aller un peu rapidement, par le marché financier. Donc, le contrat à impact social, il engage principalement trois parties: un investisseur privé, une association et l'État ou une collectivité territoriale. Ce contrat, il permet à un investisseur privé d'engager de l'argent pour financer un programme social porté par une association avec des objectifs précis et fixés au préalable d'impact social, comme par exemple de faire baisser la récidive des sortants de prison, ou bien de diminuer le pourcentage de placement d'enfants, ou bien encore de faire entrer un certain nombre de personnes dans l'emploi. Donc la mesure d'impact est centrale dans ces contrats. Elle doit être extrêmement précise et lisible par le marché financier. L'atteinte de ces objectifs, qui peuvent être par ailleurs définis en plusieurs paliers, déclenche le remboursement de la somme investie avec un taux de retour sur investissement par l'État ou les collectivités. Ce taux de retour sur investissement, il peut aller en France entre 3 à 5%, jusqu'à plus de 10% à l'étranger. C'est des taux qui, jusqu'à maintenant, sont extrêmement difficiles à rendre publics. On ne les connaît pas exactement. Et dans certains cas, il est également prévu des bonus en cas de surdépassement des objectifs. Cet outil financier nous vient d'Angleterre, du capital risque. C'est un homme d'affaires anglais, Sir Ronald Cohen, qui l'a conceptualisé. Donc le capital risque, voilà, c'est ces fonds qui investissent dans les startups, c'est-à-dire des investissements risqués, mais qui, si la start-up réussit, peuvent rapporter très gros.
Donc c'est ce mécanisme-là qui a inspiré ces contrats à impact social. Pour cet homme, Sir Ronald Cohen, il pense que l'investissement à impact social, c'est, je cite, le cœur invisible des marchés. Et pour lui, devenir prospère et faire le bien ne sont plus considérés comme incompatibles. C'est donc sur cette base que son entreprise Social Finance lance le premier Social Impact Bond, ces contrats à impact social en anglais, en 2010, en Angleterre, dans la prison de Peterborough. Il s'agissait de financer un programme expérimental qui visait la diminution de la récidive pour des personnes condamnées à des courtes peines de prison. Cette approche a fait ensuite l'objet d'un très fort lobbying, tant au point de vue mondial qu'au point de vue français. Un groupe de travail dédié, une task force, a été installée au sein du G8 en 2013, qui a ensuite été décliné en comités consultatifs nationaux et un européen. Ces comités consultatifs étaient chargés de rédiger un rapport pour préconiser ce qui devait être fait pour favoriser le développement de ce type d'outils dans les pays respectifs. En France, le rapport de ce comité consultatif, essentiellement constitué de personnes issues de la banque, de la finance, de l'entrepreneuriat social et quasiment pas du monde associatif, soutient avec enthousiasme l'entrée de cet outil en France. Un premier appel à projet pour des contrats à impact social voit le jour en 2016, lancé par Martine Pinville, alors secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire. Suite à ce premier appel à projet, 7 contrats à impact social ont été signés avec l'État, 4 avec des départements et 1 avec l'Agence française de développement. Un seul est aujourd'hui arrivé à terme, porté par l'association WeMove, qui œuvre dans le champ des difficultés de mobilité pour des publics en situation de fragilité et de précarité. Or, un rapport de la Cour des comptes sur ce premier contrat à impact social, publié en février dernier, révèle que ce contrat a choisi des indicateurs qui ne permettent pas d'apprécier l'impact social des actions mises en œuvre. Il ajoute, je cite, « Il manque en effet des indicateurs de résultats ou des indicateurs d'impact pour mesurer l'amélioration de la mobilité ou l'employabilité des bénéficiaires, mais également les économies pour le tiers payeur public. » Pourtant, malgré ces critiques, les investisseurs ont été remboursés. Donc on voit bien que les indicateurs choisis relativement simples permettent d'assurer, quoi qu'il arrive, un remboursement des investisseurs. Même si on ne sait pas si le programme, au final, apporte quelque chose aux personnes en difficulté. La Cour des comptes signale aussi qu'il a fallu 2 ans à WeMove pour pour simplement structurer le contrat, avant même que l'action entre en œuvre. Pourtant, même si ces contrats sont jugés lourds, complexes, coûteux, opaques, même par ceux qui les défendent, le lobbying continue et il marche bien. Puisqu'en septembre 2020, Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable, relance les contrats à impact social et annonce un nouvel appel à projet sur des contrats à impact non plus seulement social, mais aussi tournés vers l'écologie. Des contrats qu'on nous dit modernisés pour tenter de contourner les freins identifiés lors de la première expérience. 2 autres appels à projets suivent, mais là encore, le succès n'est pas celui attendu. Car au final, la réalité de ces contrats est assez faible. Elle reste très marginale. Actuellement, seule une dizaine de contrats à impact social sont en cours en France et une douzaine sont en train d'être structurés suite aux 3 appels à projets lancés depuis septembre 2020. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est surtout l'idéologie qu'il porte qui est puissante, qui marque un tournant de l'approche des politiques sociales et associatives. Il plaque sur le modèle associatif un modèle financier tourné vers la notion de rentabilité et efface la notion de non-lucrativité portée par les associations. Les appels à projets et les appels d'offres avaient déjà tendance à transformer les associations du secteur santé sociale en simples prestataires de services, mais cette financiarisation, elle pousse cette logique à l'extrême, parce qu'elle fige les acteurs associatifs
dans un corset extrêmement rigide, durée du programme, souvent assez court, indicateurs précis, tranche de financement selon des résultats à 12 mois, 24 mois, et évaluation à toutes les étapes. Et elle retire aussi, elle annule en fait la possibilité de remonter, qui fait une des grandes forces, remontée du terrain, qui fait une des grandes forces de l'association, la possibilité justement d'opposition, de remontée critique et d'innovation. Justement, l'arrivée de cet outil s'appuyait sur cette notion d'innovation, parce qu'il était présenté comme un outil pour financer l'innovation, pour éviter que l'État, nous disait-on, se risque à financer des programmes dont on n'était pas sûr qu'ils réussissent. Parce que l'idée, c'était que l'investisseur prenait tout le risque en investissant le projet, et que si le projet ne fonctionnait pas, il n'était pas remboursé. Or, on voit bien qu'en fait, les mesures d'impact décidées sont facilement atteignables, et donc il y a assez peu de risques au final pour l'investisseur. Et puis cette approche ne peut pas s'appliquer à de petites structures, souvent les plus innovantes, car très proches du terrain, à hauteur d'homme, et là, il faut des grosses structures ou des moyens assez conséquents pour porter toute la machinerie que supposent ces outils. Dernier argument qui nous était avancé, c'était que ça coûterait moins cher à l'État, en fait. Or, les premiers retours, encore très parcellaires sur les contrats à impact social, montrent que ces programmes risquent au final de coûter très cher à la puissance publique, parce qu'ils sont extrêmement coûteux pendant leur longue construction, avant même que l'action soit mise en œuvre. Un rapport de la Commission européenne de janvier dernier pointe justement que ces contrats à impact social amènent à trier, à sélectionner les personnes les plus faciles à accompagner, que l'évaluation complexe qu'impliquent ces contrats pèse lourd dans la charge de travail des professionnels, des travailleurs sociaux sur le terrain, que ça s'ajoute en plus à une pression d'atteinte des résultats. Et le rapport de la Commission européenne pointe aussi que les évaluations réalisées dans ces contrats à impact social manquent de rigueur, et que les contrats, le coût de ces contrats reste peu transparent, notamment sur les coûts de conception, de mise en œuvre et d'évaluation. Malgré toutes ces critiques qui commencent à remonter, le gouvernement poursuit sur sa lancée. Olivia Grégoire vient de lancer une nouvelle mission le 31 août dernier. Son objectif est de simplifier l'outil pour, ce sont ses termes, massifier les contrats à impact. Son cabinet explique que jusqu'à présent, les contrats signés étaient trop petits pour intéresser les investisseurs, ce qui explique, selon le cabinet, le fait qu'il y ait peu de résultats. 2-3 millions d'euros d'investissement, c'était trop petit. Donc, il pousse vers des contrats plus volumineux, mais aussi plus rémunérateurs, donc avec des retours sur investissement plus importants. Ils veulent aussi standardiser l'outil en disant que jusqu'à maintenant, ils sont sur une démarche artisanale, expérimentale, et qu'il faut aller plus vite et en faire plus. La volonté du gouvernement est clairement énoncée, je cite Olivia Grégoire, qui prévoit à terme d'industrialiser les contrats impact et en faire un outil ordinaire de l'action publique. Je vous remercie. Voilà, je passe la parole à... Oui, mon propos, moi, sera à partir du point de vue d'un directeur d'association d'action sociale que je suis, sur le risque du managérialisme. Alors, de quoi s'agit-il dans les associations? C'est cette idéologie qui tente à étendre la sphère de la gestion à toutes les sphères de la vie sociale. Et les associations n'échappent pas à ce risque, les associations d'action sociale en particulier. Si on regarde le développement de l'action sociale en France, il est issu de la mobilisation citoyenne. Dans le champ du handicap, ce sont des parents qui se mobilisent pour proposer une reconnaissance par l'école des enfants qu'on dit inéducables, voilà, donc qui travaillent à ce que se développent des services et une forme d'inclusion qui est aujourd'hui un terme
à la mode, mais qui est déjà la mobilisation citoyenne des parents à l'époque. Sur le champ de la protection de l'enfance, ce sont des magistrats qui vont se mobiliser, donner naissance aux associations de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Dans les années 80, ce sera sur le champ de l'insertion, etc., etc. À chaque fois, ce sont des mobilisations citoyennes. Puis, ces associations se sont professionnalisées. On fait appel à des professionnels salariés qui se sont formés avec des métiers qui sont relativement récents. La structuration du secteur avec les conventions collectives, notamment la convention 66, qui est toujours présente. Voilà. Donc cette professionnalisation du secteur va conduire à... elle va se faire avec en parallèle une forme d'abandon des citoyens engagés qui vont déléguer en fait à ces professionnels la conduite de l'action sociale, et le rapport entre les associations et les pouvoirs publics qui vont financer les dispositifs vont se faire au travers de ces professionnels porteurs des projets qui deviennent des projets centrés sur voilà, une expertise professionnelle. Puis, dans les années, après les années 70, l'argent public devient plus contrôlé, son utilisation plus contrôlée, et vont se mettre en place différents dispositifs de l'administration qui vont notamment ce qu'on appelle les appels à projets, les appels d'offres, avec les schémas départementaux, etc. Enfin, toute une forme de programmation des réponses à apporter et de la mise en œuvre qui va instrumentaliser un petit peu les associations et donner une place plus importante à la commande publique au détriment de la reconnaissance de l'initiative associative. Ce développement-là conduit et représente pour les associations une forme de pression extérieure à se centrer sur la dimension gestionnaire et donc à devenir de simples outils de gestion. Mais cette approche managérialiste, elle est aussi, comment dire, ce risque-là, il est aussi développé par les associations elles-mêmes qui, dans leur propre fonctionnement, vont aller regarder du côté des modèles entrepreneuriaux qui, comme on a pu le dire, les associations avaient comment dire, et peuvent être vus comme de mauvais entrepreneurs, enfin, ou à côté du monde de l'entreprise qui, lui, serait l'entreprise classique qui serait le modèle idéal, etc. Voilà. Et donc, les associations elles-mêmes se sont engouffrées dans ces modes de fonctionnement. Donc, à la fois pression extérieure et puis choix interne des associations qui conduit au risque de les réduire à des outils de gestion. Alors concrètement, eh bien, ça veut dire des associations qui ont oublié que, eh bien, comme le disait Jean-Louis Laville tout à l'heure, elles ont d'abord un objet de mobilisation citoyenne, de solidarité démocratique à mettre en œuvre. Et du coup, les associations se retrouvent face à une injonction un peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, l'administration et les pouvoirs publics qui l'instrumentalisent par ces modèles de fonctionnement, par ces procédures, ces protocoles, etc., réclament les mêmes administrations, pouvoirs publics, réclament aux associations d'être innovantes et de proposer des réponses nouvelles, des innovations, parce que la commande publique, elle sait bien reproduire ce qu'on connaît, mais elle ne sait pas très bien innover. Or, justement, l'initiative associative, elle a cette particularité qu'à partir de la mobilisation citoyenne, de sa proximité territoriale, de son engagement territorial, elle a la capacité à faire émerger des signaux faibles et repérer des besoins nouveaux ou une évolution des besoins sociaux, etc. Et donc, mais pour faire émerger ces signaux faibles, pour faire remonter dans l'espace public ces questions un peu vécues de manière intimiste ou personnelle eh bien, ça suppose que ces associations aient une capacité à mobiliser, à faire remonter ces éléments-là.
Or, donc, l'administration, elle, renvoie vers les outils de gestion, vers ces modes de financement. Elle ne finance plus non plus l'association et son projet, mais elle va financer des prestations ou des services, des établissements, voire même des prestations de plus en plus. Les modalités de financement aujourd'hui évoluent dans le champ de l'action sociale, dans le champ du handicap en particulier, avec un financement à la prestation qui va se mettre en place là via des modalités de type Séraphin, etc. pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on voit bien qu'il y a la volonté pour les pouvoirs publics, l'administration, de venir financer du service, de la prestation, et de ne pas prendre en compte cette question de la mobilisation citoyenne, alors même qu'ils sont demandeurs de cette capacité d'innovation. Alors, nous pensons qu'il y a donc urgence et intérêt à réfléchir à ces questions-là. Et nous avons, dans les associations, des marges de manœuvre. Et donc, on peut mobiliser. Et notamment, ça passe par des questions un peu concrètes de type penser à l'Assemblée générale. Alors si on considère que une association peut s'organiser comme elle veut, mais si on reste sur les modèles un peu classiques, Assemblée générale, conseil d'administration, bureau, voilà, on peut remarquer aujourd'hui que la plupart des associations d'action sociale ont très peu d'adhérents, ont une assemblée générale qui, pour la plupart, se limite à son conseil d'administration. C'est-à-dire que ce sont des associations qui disent chercher à recruter des administrateurs. Eh bien, on pourrait peut-être essayer de déplacer un peu la focale et d'aller voir comment on donne vie à cette assemblée générale, cette agora citoyenne qui doit être un lieu d'expression et de confrontation de points de vue individuels pour justement arriver à la construction d'un projet collectif. Donc cette agora, et comme l'a dit aussi, l'a rappelé tout à l'heure Jean-Louis Laville, c'est pas vrai qu'on est face à un déficit d'engagement des personnes. Les travaux de Viviane Tchernonog sur le paysage associatif français, qui est actualisé régulièrement, le montrent. Par contre, il est vrai que les associations d'action sociale, lorsqu'elles se centrent sur de la gestion, sur de l'administration, effectivement, elles n'attirent pas les citoyens voilà, qui ne sont pas tentés par des questions administratives qui sont, enfin voilà, c'est pas très. Par contre, on voit bien que on va trouver les questions écologiques, de transition écologique, enfin, il y a plusieurs sujets qui vont mobiliser les jeunes, par exemple, ou voilà, mais avec des modalités d'engagement qui sont un peu différentes, parfois sur de la durée plus déterminée, etc. Et ces différentes formes d'engagement, les associations doivent aussi pouvoir ouvrir leurs portes à ces différentes formes d'engagement et travailler ces questions-là. Donc, travailler l'Assemblée générale avec, sous forme d'agora, travailler les différentes capacités d'engagement différentes, etc. Et ne pas se focaliser d'abord sur l'administration de l'association. Et puis c'est pouvoir penser, alors parce que la commande publique elle est là, et il ne s'agit pas non plus de refuser d'entrer dans ces modes de fonctionnement, mais de penser quand même dans les associations des espaces autonomes à distance un peu de cette commande publique pour que voilà, il y ait des espaces de respiration, des espaces de production d'innovation, de réflexion et de mobilisation aussi d'acteurs voilà, sur des choses un peu innovantes. Voilà, donc il nous semble en gros que pour éviter ce risque du managérialisme, il y a à penser la dimension politique de l'association et pas simplement se focaliser sur sa dimension gestionnaire, responsable de service, etc. Enfin, voilà. Dimension politique qui aussi place l'individu dans une posture de... Alors, qui mobiliser dans cet agora associatif? Eh bien, les personnes les plus concernées d'abord, et notamment les bénéficiaires des dispositifs et services qui peuvent être mobilisables, mais les professionnels qui travaillent aussi dans l'association font partie de ces parties prenantes qu'on peut mobiliser et les placer dans une posture qui soit aussi... justement, une posture citoyenne, pas simplement de consommateurs de services ou d'ayant droit
voilà, mais qui permettent aussi de responsabiliser les personnes dans les dispositifs, les services que l'on développe pour eux. Donc voilà, un travail important, mais qui est une urgence aujourd'hui si l'on veut que l'action sociale et médico-sociale poursuive ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire être à l'écoute des besoins et pouvoir proposer des réponses innovantes. Voilà, merci. Donc, Michel a déjà donné quelques indices justement sur ce second scénario qu'on a appelé le scénario du renforcement, hein, puisque si toutes les menaces, les risques d'évolution négatifs qu'on vient de décrire sont réels et évidentes, on peut aussi tenter de les dépasser, hein, elles sont pas inéluctables. Donc, dans la seconde partie de l'ouvrage, en fait, on essaie d'aborder des points d'appui pour affirmer la pleine reconnaissance des associations. On a essayé d'examiner quels seraient les leviers pour une meilleure prise en compte des alternatives. Donc on envisage des dynamiques internes qui sont à approfondir ou qui sont à mettre en œuvre pour affirmer ce potentiel transformateur des associations. Mais pour construire aussi, et Michel l'évoquait également, hein, pour construire ce scénario du renforcement, il y a aussi une réflexion à mener sur la façon dont quelquefois, en effet, les associations participent elles-mêmes à ce qu'on pourrait appeler ce scénario du pire, hein, en se laissant un peu séduire par des discours soi-disant modernisateurs, hein, je pense notamment au discours du social business, en restant campé, comme l'évoquait Michel, sur des modalités de fonctionnement interne rigides, un peu obsolètes, verticales, qui ne prennent pas en compte la participation des bénévoles, des salariés, des adhérents, ou bien aussi en s'enfermant dans leur propre problématique interne, dans leur propre secteur d'activité. Donc là, avec le livre, on a vraiment voulu réfléchir au-delà de ça, au-delà des logiques d'activité, au-delà des logiques de secteur, pour penser le monde associatif, pour penser les mouvements citoyens plus largement dans leur globalité et vraiment dans une perspective de structuration sociétale. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver et de porter collectivement des solutions nouvelles, en fait. Donc on voit bien que les risques ne viennent pas que de l'extérieur, et dans le livre, on est dans ce double mouvement de critique et d'autocritique, hein, puisque l'idée, ce n'était pas non plus de s'enfermer dans une posture de victime ou bien d'idéaliser l'association en gommant ses failles. Donc voilà, on a essayé de proposer quelques pistes de réflexion, quelques pistes de travail pour tenter de dessiner une feuille de route qui reste bien sûr à compléter, hein, puisque ce livre est aussi une première étape dans ce travail de recherche participative. Donc on a une première contribution qui était brièvement évoquée par Jean-Louis tout à l'heure, qui envisage la question d'un point de vue international, hein, et qui décrit l'émergence en Amérique latine dans le contexte de la pandémie, et qui montre en fait comment les initiatives, un certain nombre d'initiatives qu'on peut qualifier, enfin qui s'inscrivent vraiment dans une dynamique de mouvement social, comment ces initiatives contribuent à aller au-delà de l'action même, c'est-à-dire qu'elles dépassent la réponse à des besoins urgents, elles y répondent bien entendu, mais elles la dépassent en contribuant aussi à renforcer les liens sociaux et en portant une autre vision du monde, une autre vision des rapports sociaux. Donc ce sont des petites actions qui pourraient être jugées insignifiantes et pas assez flamboyantes peut-être pour être qualifiées de transformatrices, n'empêche qu'elles existent dans la vraie vie et elles activent des vrais leviers d'organisation démocratique. Donc il y a quelques exemples qui sont donnés dans ce chapitre, hein, par exemple l'organisation de groupes d'entraide dans les favelas au Brésil, hein, favelas qui sont complètement ignorés par les politiques publiques, sanitaires et sociales. Donc ils se sont organisés. Ils ont élu des présidents de rue qui veillent sur les habitants, qui diffusent de l'information sur le virus, qui veillent aussi à contrer tous les mécanismes de contre-information du gouvernement. Et ils sont allés jusqu'à organiser un service d'ambulance, des fabrications de repas, la distribution de ces repas. Et au Chili, quelque chose sur le même genre a été organisé, a été plutôt réactivé puisque ça existait déjà. Ce sont des cantines populaires qui fabriquent aussi des repas et qui distribuent des repas. Donc ces initiatives, elles se tiennent à distance des partis politiques, à distance du gouvernement, et elles représentent des vrais foyers de critique sociale.
Donc on voit bien qu'on ne peut pas réduire les associations à de simples organisations, hein. Ce sont véritablement des espaces publics, des espaces de délibération, des espaces d'émancipation et des espaces de formation de l'opinion. Et c'est aussi démontré dans un chapitre sur les associations dans les quartiers populaires qui a été rédigé à 4 mains par 2 structures. D'une part, le POLES, qui est une structure du champ de l'activité par l'insertion économique, et puis une autre structure qui est le collectif des femmes de Marseille, qui s'est créé dans le quartier des Flamands, donc à Marseille, dans un contexte de rénovation urbaine. Et il y a tout un tas de luttes individuelles qui ont commencé à s'agréger, qui sont transformées en combat collectif avec un objectif d'outiller les habitants sur leurs droits. Il y a des tables de quartier qui ont été créées et le collectif est né de cette façon. Et le collectif, il est aussi très très présent, très actif et très présent dans le débat national. Il a publié un certain nombre de tribunes, notamment une tribune dans Libération sur le refléchage des biens saisis à la criminalité organisée vers des actions d'économie sociale et solidaire portées par des associations dans les quartiers populaires, un peu sur le modèle de la loi italienne de 1996. Donc, POLES et le collectif des femmes se sont constitués en binôme et ils ont proposé à la ville de Marseille la création de Fab Lab, d'ateliers du numérique, en pied de barre dans le quartier des Flamands. Donc ce que montre aussi cette initiative de Marseille, c'est l'importance des coopérations, aussi bien entre associations, entre mouvements citoyens qu'avec les pouvoirs publics. Et c'est également évoqué dans un chapitre, hein, comment, par la co-construction, par l'interconnaissance, on arrive à retisser des relations autour de l'intérêt général. Parce qu'on sait bien qu'il y a des politiques publiques au niveau local qui existent pour une meilleure structuration de la vie associative, mais on sait bien aussi qu'elles se heurtent souvent à des difficultés, notamment leur segmentation, puisqu'elles ont du mal à s'inscrire dans une transversalité pour envisager un peu globalement la question du développement territorial. Et puis également un autre problème qui est la fragmentation du monde associatif, d'un côté les associations employeuses, de l'autre côté les associations non employeuses ou bénévoles. Et puis il y a également une troisième composante qui est un petit peu plus récente, c'est l'absence ou du moins la difficulté à prendre en compte des initiatives citoyennes, des collectifs citoyens qui sont constitués hors du champ statutaire associatif. Et elles sont de plus en plus nombreuses et elles témoignent de cette volonté de se réapproprier la gestion des problèmes locaux. Donc c'est une approche par le commun qui commence à être reconnue par les politiques locales, mais il y a encore fort à faire. Et cette question des communs, elle est abordée également dans le livre, dans 2 chapitres. Un chapitre qui est plus spécifiquement consacré aux communs numériques et qui s'interroge sur la capacité de ces communs numériques à influer sur les dynamiques internes des associations, hein, notamment sur les modalités de participation, avec tous les mécanismes spécifiques que ça sous-entend. Et puis un autre chapitre qui est, lui, consacré au croisement à établir entre économie solidaire et commun, ou peut-être plus exactement entre nouveaux communs, hein, tout ce qu'on appelle les communs de la connaissance, les communs urbains, les communs informationnels, les communs de la santé, etc. Donc on voit que nouveaux communs et économie solidaire sont fondés sur un principe de conception plurielle de la démocratie et de l'économie. Hein. Il y a des modalités de gouvernance, d'autogouvernement qui sont communes, une façon aussi de penser conjointement sphère économique et sphère publique. Donc il y a vraiment des complémentarités, des passerelles à creuser entre ces deux mouvements. Peut-être les nouveaux communs avec une agilité qui leur est propre à organiser des coopérations horizontales. Et puis concernant l'économie solidaire, une capacité à engager des interactions avec les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile. Et puis, non des moindres, on aborde aussi, bien entendu, la question des financements associatifs, avec le phénomène qu'on a pu observer dans ces dernières années. C'est d'une part une baisse des financements publics, et puis d'autre part aussi une modalité qu'évoquait Michel, hein, une modalité de financement qui s'est transformée, hein, puisque c'est la commande publique qui est devenue la norme. Hein. La subvention ne représente plus que 1 € sur 5 dans le budget des associations. Donc c'est donc l'initiative institutionnelle qui prime en fait.
Donc il y a à imaginer des systèmes de financement qui soient garants de la participation des associations au débat public, hein, et puis il faut vraiment s'interroger sur la possibilité d'un autre financement du monde associatif. Donc il y a quelques propositions qui sont faites dans le livre, hein, qui en fait proposent peut-être de considérer la période complexe hein, qu'on vit en ce moment, dans laquelle les associations sont quand même mises à mal, pour essayer de voir ce qui n'est plus viable, voilà, dans les systèmes de fonctionnement. Donc les propositions, ça peut être un fonds pour la démocratie citoyenne, ça peut être un prêt massif pour la vie associative. Bon, il y a d'autres propositions, et le sujet n'est pas clos, bien entendu. Et puis, concernant ces histoires de finances ou d'économie, il y a aussi tout un travail à faire sur les modèles socio-économiques des associations. Donc, travailler sur les modèles socio-économiques des associations, ça ne veut pas dire pallier le désengagement de l'État et remplacer les fonds publics par des fonds privés en se tournant vers l'entreprise, mais ça veut vraiment dire essayer de repenser des formes d'économie, des formes de gestion solidaire pour valoriser la diversité des principes qui sont déjà mis en œuvre au sein des associations et en faire justement des arguments de négociation, de dialogue avec les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment aussi important de s'attacher un peu à la déconstruction de ce sophisme économiste hein, qui tend à assimiler économie et marché. Il y a d'autres principes, ils interagissent entre eux et ils contribuent à penser une économie plurielle. Donc le chapitre économique et financement des associations est très vaste. Voilà, en fait, dans ce livre, pourquoi on plaide, c'est un associationnisme du XXIe siècle, hein, c'est-à-dire un approfondissement de la démocratie par l'auto-organisation citoyenne, hein, comme le rappelait Jean-Louis en préambule. Hein. On pense qu'il faut renouer avec ce mouvement pionnier du début du XIXe siècle, en l'enrichissant quand même d'une dimension supplémentaire, c'est la construction de nouvelles alliances avec les pouvoirs publics, dans un objectif de changement des rapports au cadre institutionnel. Donc l'idée, c'est pas de se positionner comme une espèce de forme d'action publique-privée, mais c'est vraiment de redéfinir une action publique. Donc on plaide vraiment pour des associations qui prennent en compte leurs spécificités, qui mettent en œuvre des approches originales, plutôt que d'essayer de copier des modèles déjà existants, comme celui de l'entreprise par exemple. Et puis aussi, ce livre, ce qu'on veut en faire, c'est un outil de débat, d'échange, pour continuer le processus qu'on a entamé, qui, je le rappelle, était une étape dans ce processus de recherche acteur-chercheur. Voilà, donc le débat est ouvert. Quel monde associatif demain? Aux éditions RS. RS.
Alors, non, en fait, effectivement, nous, alors je suis aussi président de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire de Bretagne. Et donc nous, c'est quelque chose que l'on défend beaucoup, ce travail entre acteurs et chercheurs. Parce que voilà, enfin, c'est aussi une capacité pour les acteurs à théoriser aussi leurs actions et puis alimenter aussi les chercheurs sur la réalité des pratiques, enfin, ce qui est rencontré maintenant. En action sociale, il y a des approches différentes. Celle dont moi je parle, c'est une approche qui vise, on dirait, la transformation sociale. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que les personnes que l'on accompagne soient... Enfin, on recherche l'émancipation des personnes. C'est-à-dire qu'elles soient le moins possible dépendantes des services que l'on peut développer parce que, voilà, on ambitionne un monde un peu plus inclusif et qui permette voilà, à chacun d'y trouver sa place. Donc, une transformation de la société. Il y a des approches en action sociale qui ne sont pas vraiment celles-là. Il n'y a pas d'approche, il y a moins cette recherche de transformation, mais plutôt la volonté de s'inscrire considérant que l'action sociale est un marché comme un autre, et voilà, sur lequel il y a des services à rendre. Donc effectivement, on ne va pas se retrouver sur le champ de l'action sociale avec une vision unique et uniforme du développement. Je peux juste rajouter un petit quelque chose. Moi, je suis effectivement de mon poste à Lien Social, je suis témoin effectivement d'une transformation assez profonde de l'action sociale. Et cette approche, en fait, qui pousse de plus en plus vers une prestation de service, et effectivement, avec l'arrivée de cette tarification à l'activité, notamment par Séraphin, mais aussi dans la psychiatrie, etc., fait qu'on pousse de plus en plus les professionnels de terrain à une notion de service et de limiter au service uniquement. Et en fait, ça empêche tout espace de pensée, ça empêche justement ces respirations qui permettraient à l'association de faire ce qu'on... Enfin, de pouvoir faire remonter justement les besoins ou remonter de nouvelles idées. C'est vrai que c'est quelque chose qui assèche en fait le secteur associatif, et je pense que ces démarches-là, ces endroits-là de rencontres entre chercheurs et acteurs associatifs on peut espérer remettre justement un peu de pensée, un peu d'imaginaire en fait dans cet espace qui est aujourd'hui quand même très comment dire, étouffé, quoi, un petit peu. Voilà. Et vous avez raison de le dire, ce n'est pas du tout des démarches qui sont consensuelles. Hein. D'abord parce qu'il y a une tradition dans le monde associatif à penser que les intellos, ça ne sert à rien, hein, parce que c'est trop planant, parce que ce n'est pas en contact avec les réalités. Donc il peut y avoir une idéologie de ce qui est important, c'est d'agir uniquement, hein, et ça peut effectivement faire qu'il n'y a pas eu beaucoup dans le passé de coopération entre acteurs associatifs et chercheurs. Il faut le reconnaître, on vient de très loin. Ce sont deux mondes qui se sont développés plutôt dans l'ignorance mutuelle que dans la coopération. Ça ne fait pas non plus le consensus dans le monde de la recherche, hein, puisqu'il y a des débats, par exemple, au CNRS, dont moi je viens, sur les recherches participatives. Est-ce que ce sont des vraies recherches ou est-ce qu'au contraire ce sont des recherches au rabais? Là aussi le débat existe, et il y a des difficultés méthodologiques, hein, puisque en fait quand on veut assumer cette idée de croisement des savoirs, on part quand même de savoirs qui n'ont pas la même légitimité. Donc comment on met en place des méthodes qui permettent de respecter les savoirs respectifs et de faire que ce croisement peut réellement exister? Je pense que c'est un chantier qu'on a devant nous, hein, et ce que l'on fait là pour l'instant, c'est d'essayer d'explorer un peu dans cette direction. Ce qui est rassurant, si vous voulez, c'est que les recherches participatives se développent là aussi au niveau international de manière assez spectaculaire, hein, et donc on voit bien que ça correspond à
une sorte de révolution des savoirs aussi. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est en train de changer dans le monde de la science également. C'est-à-dire que le monde de la science est de plus en plus aussi traversé par des débats. Je pense par exemple aux contributions du grand philosophe américain John Dewey, qui a fait son dernier ouvrage sur la quête de certitude, qui montrait que finalement, il y a un biais dans la manière dont la science classique a été conçue, parce que cette science classique, justement, reposait sur l'idée que la masse ne peut pas vraiment accéder au savoir, et que le savoir est réservé à une élite. Et depuis quelques décennies, il y a vraiment une science qui s'amorce sur d'autres bases, et on le voit dans une multitude d'exemples. On pourrait montrer, on a cité l'Amérique du Sud tout à l'heure, la vigueur aujourd'hui des échanges entre le monde scientifique et les paysans en Amérique du Sud pour faire avancer l'agroécologie. Donc on a de nouvelles façons de faire qu'il y ait des actions communes entre acteurs et chercheurs, mais ça se heurte à de grandes résistances en même temps. Alors, je ne connais pas l'exemple des pics, mais je pense que c'est lié à une histoire qui a lieu depuis le milieu des années 90, qui s'est d'abord déroulée au conseil régional de ce qui s'appelait à l'époque le Nord-Pas-de-Calais. Il y a eu tout un travail d'association des citoyens aux décisions de la région qui a eu lieu à partir de 1996 dans une conjoncture politique un peu particulière. Il y a eu une multitude d'ateliers citoyens qui ont été ouverts justement avec la participation de responsables publics, avec la participation de chercheurs, pour réfléchir au futur de cette région qui était une région dévastée par la désindustrialisation. Et à partir de cela, il y a eu différentes possibilités nouvelles qui se sont ouvertes dans les politiques régionales, et elles voulaient justement donner une place à l'initiative citoyenne. Donc ça a donné lieu, entre autres, à la première politique en faveur de l'économie sociale et solidaire au niveau régional. L'idée, c'était quoi? C'était de constater que les politiques publiques habituelles en matière économique sont limitées à essayer d'aider à l'implantation d'entreprises marchandes sur le territoire. Et en fait, une analyse faite de ces politiques économiques par Jean Gadret, un économiste connu de la région, montrait que tout cela se traduisait par des effets d'aubaine pour les entreprises, c'est-à-dire que des entreprises étaient aidées alors que de toute façon elles se seraient implantées même sans aide, des effets de substitution, c'est-à-dire des entreprises aidées pour l'implantation se substituaient à des entreprises du territoire. Donc il y avait en fait un gaspillage d'argent public à travers cette politique économique traditionnelle. Et donc il y a eu une quinzaine de millions à l'époque qui ont été consacrés pour fonder une autre politique économique qui soit axée sur l'initiative citoyenne, avec des dispositifs un peu originaux,
comme une cogestion par les associations de chômeurs et le conseil régional d'une ligne de subvention pour les associations. Et donc, si vous voulez, je pense que le pic vient aussi de cette histoire, parce qu'ensuite, cette manière de faire s'est diffusée dans des collectivités locales, comme celle de Lille. Et donc, sans pouvoir détailler cet exemple précis que moi je ne connais pas, parce que je n'ai travaillé dans cette démarche qu'entre 1996 et 1999, mais je crois qu'il y a, si vous voulez, une façon de réfléchir sur l'initiative citoyenne qui a déjà une certaine histoire dans la région et dans la ville de Lille. Et pouvoir public, est-ce qu'il y a une aide possible de ce côté-là, à attendre? En fait, on est en plein dans cette période, c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément des choses qui vont émerger. Il y a déjà des rapports, effectivement, là, de la Commission européenne qui montrent un peu toute, en fait, la difficulté de mettre en place, enfin, voilà, l'impossibilité quasiment de mettre en place ces contrats à impact social. Mais en fait, ce que j'essayais de montrer, c'est que en fait, il y a deux mouvements, c'est-à-dire que effectivement, concrètement, il y a très peu de choses qui se réalisent, et même quand le contrat à impact social se met en place, on a du mal à voir exactement ce qui se passe concrètement sur le terrain pour les personnes qui sont en principe bénéficiaires. Mais en fait, ce qui est très fort, c'est l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a un très fort lobbying, notamment porté par tout le mouvement des entrepreneurs sociaux, donc qui se calque sur le modèle de l'entreprise et qui, justement, efface le modèle associatif traditionnel. Et c'est vrai qu'il y a un rôle, effectivement, à jouer des pouvoirs publics à tous les niveaux pour justement pouvoir faire remonter et faire un peu montrer qu'en fait ça fonctionne pas bien et défendre peut-être un autre modèle en fait. Mais il y a un très fort lobbying et qui aujourd'hui a l'oreille du pouvoir. Donc pour l'instant ça fonctionne très bien. Mais demain, avec un changement politique, ça pourrait être différent. Voilà. Non, je voulais juste rajouter quelque chose, relançant la balle à Michel par la même occasion et à Marie-Catherine, et on conclut. C'est que ce que vous mentionnez, c'est une question grave. C'est une question grave parce qu'il y a des mouvements contradictoires depuis plusieurs années dans le champ du social et du médico-social. À la fois un mouvement de participation des personnes concernées et un mouvement de managérialisation qui va à l'encontre parce que ça établit des critères très technocratiques sur les activités. Et c'est tout l'enjeu, par exemple, il y a eu une loi qui voulait ouvrir à la participation et à la bientraitance, qui est la loi sur l'évaluation des établissements et des associations sociales et médico-sociales. Et vous voyez, on travaille avec des étudiants sur les démarches concrètes d'évaluation qu'il y a dans les EHPAD, par exemple. Or là, aujourd'hui, il faut dénoncer ça, si vous voulez. Vous avez des intervenants qui font des actions d'évaluation en se basant sur les critères mis en œuvre dans l'industrie. C'est une insulte aux personnes, hein, c'est-à-dire prendre des critères qui sont issus de l'industrie pour aller évaluer la qualité dans les EHPAD. Je veux dire que c'est
une atteinte aux droits des personnes. Et aujourd'hui, il est nécessaire de trouver, et il y a des gens qui travaillent dessus, puisque là je fais allusion à des étudiantes et des étudiants qui essayent de voir comment dans un EHPAD on peut, et il faut voir quelle est la réalité, c'est-à-dire c'est 80% de femmes dépendantes qui n'ont pas l'habitude de parler, qui n'ont pas l'habitude qu'on leur donne la parole. Comment il est possible, malgré tout, dans ces conditions, d'avoir des méthodes permettant à ces personnes de s'exprimer, alors que ceux qui devaient contribuer à la bientraitance, c'est-à-dire ces mesures d'évaluation, aujourd'hui sont en train concrètement de contribuer à leur maltraitance. Et donc c'est des problèmes très concrets auxquels on se heurte. C'est que faisons-nous dans notre société des personnes les plus âgées? Est-ce qu'on va aller vers cette inhumanité que l'on a connue avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, ou est-ce qu'au contraire, on va retrouver une humanité dans ces lieux? C'est ces questions-là aussi dont on discute. Michel ? Oui, moi enfin, effectivement, comment dire, sur la question de la participation, donc la loi du 2 janvier 2002 dans l'action sociale est venue créer notamment les conseils de vie sociale, qui étaient des lieux de participation des usagers, enfin voilà, donc un outil intéressant, voilà. Sauf que, alors, et donc on est venu à grand renfort d'évaluation externe, vérifier que les associations, les établissements avaient bien mis en place ces conseils de vie sociale, etc. Et le jour où ils sont importants, et justement ils devraient pouvoir jouer un rôle important, c'est cette crise sanitaire, ils sont complètement niés. Ces espaces de participation sont complètement niés. Et donc il y a des directives qui tombent nationales qui disent comment il faut faire, comment on peut sortir, comment on peut rencontrer l'autre, etc. Ce qui a généré des isolements de personnes âgées dans les EHPAD, enfin, face à une incapacité à rencontrer leur famille, etc., alors même que la situation devait pouvoir être abordée au cas par cas, et justement, avec la participation des personnes, les outils étaient en place, les conseils de vie sociale notamment. Ils ont été complètement niés à ce moment-là. Non, juste pour conclure, moi je voulais dire que c'est vraiment important de documenter toutes ces atteintes, tous ces risques pour avoir du palpable, du tangible, et justement à partir de ça, on peut avoir des leviers de discussion avec les pouvoirs publics, comme ce qui a été fait dans le rapport que j'évoquais tout à l'heure sur les libertés associatives, comme le CAC par exemple aussi, le collectif des associations citoyennes, qui a un observatoire des contrats à impact social. Donc vraiment documenter, réunir le maximum d'informations pour pouvoir les décrypter aussi.